Bien, 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 bien. Vous êtes encore là. C'est que vous en voulez un petit peu de science. Et je suis ravi de trouver un moyen de vous en donner encore un petit peu plus. Parce que la science, on l'a vu finalement, c'est assez incroyable cette aventure. Pour les gens qui n'ont pas vu, je répète juste une toute petite anecdote qui m'a poussé en tout cas à venir vous parler pendant 2 jours sur un petit opus comme ça que à chaque fois on déroule autour de la science. Tout est parti de l'idée qu'en fait en 1666, Isaac Newton, l'anglais qui parlait dans ses prés de pommes qui tombaient, eh bien finalement a été confiné. Et comme il a été confiné, il a eu un plaisir fou à prendre du temps pour révolutionner juste le monde en réfléchissant pendant 3 mois. Et nous, à côté de ça, on est confinés et on se plaint. Mais non, on est en vie, on est en bonne santé, alors profitons-en, changeons le monde. Essayons de voir comment on peut rendre les choses complètement différentes. Au début de mon exposé, je parlais par exemple d'Archimède, de Newton, de tous ces gens finalement qui ont un petit peu révolutionné les choses autour de nous. Est-ce que ça implique des choses dans notre quotidien? On l'a vu, énormément de choses, y compris des choses complètement contre-intuitives. Et moi, ce que j'aimerais, c'est regarder avec vous des expériences encore plus folles. Par exemple, parce que le plus grand laboratoire qui existe, eh bien, c'est chez vous. Vous avez finalement la possibilité chez vous de continuer de l'enseignement avec vos enfants et vous faire plaisir, en tout cas, à faire de la science. Alors faites-le pour découvrir le monde. Par exemple, une expérience que vous pourriez faire, c'est essayer de sortir le colorant de l'herbe. Profitez-en, elle est encore verte. Vous pouvez vous amuser, par exemple, à sortir ce colorant qui est à l'intérieur. Déjà, pourquoi l'herbe est verte? Rien que ça, on peut se poser des tonnes de questions. On a plein d'herbes autour de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on marche dessus. C'est hallucinant. Est-ce que vous savez pourquoi l'herbe est verte? Oui? Parce qu'il y a de la chlorophylle. C'est vrai, c'est bien, hein? Alors, c'est faux. Non. Ah, je suis embêtant, hein? En fait, il n'y a pas de la chlorophylle, il y a des chlorophylles. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pour chipouiller, c'est pour ceci, c'est pour cela. Oui, non, mais c'est pas pour chipouiller, c'est parce qu'en fait, c'est pas la chlorophylle, mais ce sont les chlorophylles. Il y en a plein de sortes différentes. Il y en a qui sont même, qui tirent un petit peu plus vers le vert clair, d'autres un petit peu plus vers le jaune-vert. Il y a même des choses qui traînent un peu plus vers le bleu. Et puis il y a même ce qu'on appelle dans l'herbe du carotène. Le carotène, c'est carrément orange. Pourtant, dans l'herbe qu'il y a autour de vous, eh bien en fait, vous n'avez pas l'impression de voir ce orange. Pourtant, quand vous faites du camping et que vous privez finalement la plante de lumière, il reste le pigment qui reste le plus facilement au monde dans la plante, le carotène, et il est orange. Preuve qu'il y a de la carotène dans l'herbe, eh bien le beurre est quelle couleur? Orange. Ouais, il est orange. Bah, il est orange, légèrement orange. Normalement, la graisse, c'est tout blanc. Mais quand il y a la vache a bien brouté de l'herbe, eh bien en fait, le beurre devient un peu jaune. D'ailleurs, à l'heure actuelle, pour être sûr que vous aimiez bien le beurre, on vous rajoute même un peu de carotène pour être sûr que vous avez l'impression que la vache a bien brouté de l'herbe. Bah du coup, on a l'impression que c'est meilleur. Bah oui, comme les œufs. Pourquoi est-ce que les œufs sont... Pourquoi le jaune d'œuf, en fait, qui est orange, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, eh bien, il est bien orange. Parce que les poules, normalement, elles sont censées manger aussi de l'herbe qui contient du carotène. Alors chez vous, vous pouvez sortir le carotène. Il suffit de prendre l'herbe et puis la mettre dans l'huile pendant un certain temps et puis la mettre en plein soleil. La chlorophylle, elle va s'abîmer et vous aurez le carotène. D'ailleurs, chez vous, vous avez peut-être déjà extrait du carotène. Parce que lorsque vous râpez des carottes, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez les mains complètement oranges. Et les gens me disent, je ne comprends pas, je me lave les mains et le colorant, il ne disparaît pas. Ben oui, parce qu'il est passé dans le gras de votre main. Alors il faudrait ouvrir la main, sortir le gras, le laver, enfin c'est pas pratique, hein. Non, parce qu'en fait, en fonction de la forme des molécules, vous pouvez avoir une extraction. C'est ça que je suis en train de vous dire. Par exemple, quand il pleut, eh bien on voit que effectivement l'herbe ne change pas de couleur. Ça veut dire que la chlorophylle, elle n'est pas super soluble dans l'eau. Les carottes, pareil, on voit bien que quand on râpe des carottes, c'est dans l'huile que l'huile devient orange, mais pas l'eau, le vinaigre quand on fait de la salade de carottes. Donc si vous voulez extraire par exemple toute cette chlorophylle, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est de l'alcool à brûler. Si vous prenez de l'alcool à brûler, tout simplement, vous avez quelque chose qui ne ressemble pas à l'eau, qui ne ressemble pas à l'huile, et vous allez pouvoir sortir le colorant qui est à l'intérieur. Alors chez vous, faites cette expérience. Je prends de quoi faire. Ici. Excusez-moi.
Il vous suffit de prendre un petit récipient avec le bac qui va avec, pardon, excusez-moi. Vous mettez de l'herbe. Alors, il faut la choisir un petit peu quand même. Il faut la couper en morceaux. Pourquoi il faut la couper en morceaux, à votre avis? Bah parce qu'il y a du... Oui, c'est ça, parce qu'il y a du colorant à l'intérieur aussi. Hein. Si vous prenez par contre, si vous voulez sortir le colorant du chou rouge, quand vous cassez la feuille ou de certains légumes, à l'intérieur, ils sont blancs. S'ils sont blancs, c'est pas la peine de les couper en morceaux. Mais s'ils sont de la même couleur que l'extérieur, eh bien à ce moment-là, vous pouvez, comme ceci, en mettant un peu d'alcool à brûler et en malaxant. Alors il faut laisser un petit peu agir la nature. Hein. Voilà. Vous pressez votre affaire et vous obtenez progressivement un jus qui est complètement vert. Voilà. Alors je l'ai fait vite fait, hein, cette affaire. Si on regarde effectivement le jus qu'on obtient à la fin, on a quelque chose de bien vert. Voilà. Bon là, je l'ai fait 30 secondes. Hein. Après, chez vous, ce que vous faites, c'est que vous prenez un filtre, vous prenez un entonnoir, vous filtrez et vous avez quelque chose qui est hyper limpide, qui est beau et qui contient de la chlorophylle. C'est comme ça qu'on peut obtenir des extractions de colorants naturels. Alors, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais finalement, est-ce que c'est pas mieux les colorants naturels ou artificiels? Alors, je pose une question toute bête aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que quelque chose de naturel? C'est fait par la nature, bien entendu. Je pose une autre question maintenant. Qu'est-ce que c'est que quelque chose d'artificiel? C'est fait par l'homme. Je ne suis pas là pour faire forcément de la philosophie, même si on peut réfléchir. Je pose une question très bête. Est-ce que l'homme fait partie de la nature? Attention à ce que vous allez répondre. Si vous me dites oui, ça veut dire que cette fois-ci, tout ce que fait l'homme est aussi naturel. Et si vous me dites non, qui sommes-nous pour nous mettre au bord du monde et dire non, non, je ne fais pas partie de ce truc? Réfléchissons 2 secondes. Si on devait manger de manière naturelle, on ferait quoi? Eh bien, on ouvrirait la panse d'un animal pour manger ses tripes. C'est ce que font les lions. C'est totalement naturel. Je ne sais pas si vous avez envie de prendre un petit déj comme ça, mais pas moi, personnellement. Autre chose, moi, je vous propose de manger, par exemple, dans un très grand restaurant. Je vous invite chez Georges Blanc, par exemple, ou je ne sais qui, Philippe Etchebest, etc. Voilà, un petit coucou d'ailleurs, Philippe. Voilà, et du coup, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Eh bien, vous me direz, mais c'est pas naturel. Attendez, manger avec des fourchettes, quelque chose d'un peu élaboré, c'est pas naturel, mais c'est quand même vachement mieux que d'ouvrir ou brouter de l'herbe ou ouvrir les ventes d'un animal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que naturel et artificiel, c'est un peu compliqué cette histoire. Alors, vous pourriez me dire, mais moi je fais que des choses naturelles. Et pourtant, je suis sûr que chez vous, vous avez des œufs. C'est-à-dire des ovules de poules non fécondés. Et vous les maintenez comme des psychopathes dans un réfrigérateur en attendant de faire une omelette. Et vous trouvez ça naturel. Et le pire, c'est que si quelqu'un sonne à minuit chez vous et vous dit « Bonjour, vous ne servez pas de vos ovules, c'est pour faire une maillot », vous recevez la personne un peu autrement. Vous comprenez que cette notion de naturel et d'artificiel est très difficile à appréhender pour l'humain. Et c'est là que la science nous aide. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que artificiel? C'est fait avec artifice, c'est-à-dire avec art. Et qu'est-ce que c'est que l'art? Eh bien, c'est organiser la matière pour qu'elle crée des émotions. Et c'est là que l'art et la science peuvent se retrouver, parce que le but, c'est qu'avec de la science, qui est un outil finalement, eh bien, on peut fabriquer également de l'art. Alors là, je vous ai montré du pratique, mais je vais vous montrer maintenant de l'artistique. Tant qu'à faire, on essaie de mixer un peu tout ça. Alors, pour faire de l'artistique, il me faut, je dirais, ici, j'ai de l'huile. Ici, j'ai de l'alcool. Et puis, qu'est-ce que je pourrais prendre encore? Ah, de l'eau. Tiens, je pourrais prendre de l'eau. Je pourrais prendre un verre d'eau. En fait, je me suis promis, pour ce dernier opus, de faire une partie complètement improvisée. Comment? Non, mais c'est vous, oui, vous appelez Marie, c'est ça? Vous êtes en Haute-Savoie. D'accord. Et vous avez trouvé que c'était un petit peu court tout à l'heure. Je sais, je suis désolé, j'ai rogné 5 minutes. Oui, il y avait des officiels, c'est comme ça, j'ai donc rogné un petit peu pour qu'on puisse faire les choses normalement. Mais je vous promets que pour votre festival de robotique à Évian-les-Bains, je vous ferai 5 minutes de rap. Bon, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais faire ici, mais ne vous inquiétez pas, il y aura voilà, c'est de l'improvisation, donc vous pouvez vous faire plaisir, faites avec moi. Si on prend ici de l'huile que l'on met dans l'eau, que va-t-il se passer? L'huile et l'eau ne vont pas se mélanger et l'huile va être au-dessus.
Très bien. Bon, ça, on a déjà fait l'expérience. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça d'ailleurs? Oui? Elles ne sont pas miscibles. C'est ça que vous dites? Non, j'ai pas entendu, excusez-moi. C'est la masse volumique qui est différente. Oui, c'est vrai. La masse volumique nous dit pourquoi, mais elle ne nous dit pas pourquoi elle ne se mélange pas. Elle nous dit pourquoi il y en a une au-dessus et pourquoi il y en a une en dessous. Et pourquoi elle ne se mélange pas? Parce qu'elles ne sont pas miscibles. Mais ça veut dire quoi alors? Elles n'ont pas envie de se mélanger. Eh bien, si vous regardiez de l'eau à très petite échelle, ça ressemblerait à quoi? Je prends l'épaisseur d'un cheveu, je l'agrandis jusqu'à la hauteur du mont Everest, et je vois une boule rouge qui fait à peu près 1 centimètre. On appelle un atome d'oxygène. Et puis, de l'autre côté, j'ai 2 oreilles blanches, là. C'est des atomes d'hydrogène, ça ressemble un peu à Mickey Mouse. Et j'ai ce qu'on appelle la molécule d'eau. 2 H pour un O, c'est-à-dire H2O. Et ces molécules d'eau, quand elles se rencontrent pour la première fois, je l'ai déjà dit dans les autres opus, mais je le répète, elles se comportent comme des chiens qui se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce que font ces animaux? Ils se sniffent le popotin. Quand il y en a un qui se déplace, l'autre arrive derrière. Et les molécules d'eau font pareil. Il y en a une qui est là, l'autre vient derrière. Oh, elles se suivent comme ça, là, bêtement, bêtement, bêtement. Alors, le truc, c'est que, effectivement, comme là, c'est l'eau, et de l'autre côté, c'est l'huile. L'huile, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un peigne à 3 dents tout flasque, comme ça, là, qui adore faire des checks, mais déteste qu'on lui sniffe le popotin. Du coup, quand l'eau et l'huile se rencontrent, il y en a un qui dit « Tu veux que je te sniffe les fesses ?» Et l'autre dit « Non, je préfère qu'on fasse des checks. » Et du coup, il y a incompatibilité. Et quand il y a incompatibilité, que se passe-t-il? Eh bien, il y a du racisme moléculaire. Ben, il y a des gens qui sont aussi bêtes que des molécules, ça perdure chez l'humain. Mais je veux dire, au départ, c'est un comportement purement moléculaire. Idiot, ça je suis d'accord, mais moléculaire. Alors la question, au lieu d'apprendre à se connaître, du genre, oh bah tiens, on peut essayer de se checker en même temps qu'on sniffe le popotin. Non, 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 non. Alors là, faisons la même chose, mais avec de l'alcool. À votre avis, que va-t-il se passer? Est-ce que l'huile et l'alcool se mélangent? Qui pense que oui? Qui pense que... Oui, attendez, allez-y, excusez-moi. Vous aviez la main... Non, voilà, vous recoiffiez. D'accord. Est-ce que, finalement, il y a quelqu'un qui pense que non? Est-ce que... Oui, d'accord, ok. Qui pense que l'huile va être au-dessus? Qui pense que l'huile va être en dessous? Ok. Et qui s'en fout? Apparemment, il y a quand même un bon nombre. Hein. Non, attends, je dis ça comme ça. Alors, du coup, on met ici un peu d'huile ici et on regarde où est-ce qu'elle va. Et on voit que l'huile, en fait, descend en dessous. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, on le voit, hein, là. Tout le monde le voit. L'huile va en dessous. Mais alors ça, c'est super, parce que si l'huile va en dessous, ça veut dire que cette fois-ci, c'est l'alcool qui est... Alors oui, pourquoi on ne l'a pas expliqué? Vous aviez parlé de masse volumique, mais je n'ai même pas expliqué. Mais quelle nounouille, excusez-moi. Hein. Non, mais je vais interagir avec vous aujourd'hui. Voilà, pour la dernière, je me fais plaisir. Je reviens avec un maximum avec le public. C'était un peu plus difficile pour les autres, bien sûr. Mais là, je voudrais qu'on revienne à ça. Ici, la masse volumique, comme disait monsieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai de l'huile qui est ici. Et cette huile, elle est moins compacte que l'eau. L'huile prend ses aises. Elle prend donc beaucoup de place, un volume monstrueux par rapport à ce qu'elle pèse. Elle s'étale. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils sont petits. Qu'est-ce qu'il s'étale sur le canapé? On n'a même pas de place, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant. Alors que finalement, l'eau, ben, elle est resserrée sur elle-même, elle est plus dense, donc elle n'a effectivement pas la même masse volumique, et donc elle est en dessous. C'est-à-dire que le plus dense ici, c'est l'eau, non l'huile, et ici, c'est l'alcool et non l'huile. Oui, mais alors, est-ce que l'eau et l'alcool se mélangent? Cette fois-ci, oui. L'eau et l'alcool peuvent se mélanger, mais l'huile et l'alcool ne se mélangent pas, et l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Ça veut dire que si une fois l'huile est en haut et là l'huile est en bas, à un moment donné, si je rajoute de l'eau là-dedans, il y a un moment où l'huile devrait se retrouver au milieu. Théoriquement. Je ne sais pas si c'est possible. On va essayer. Alors on va essayer. Alors j'ai peut-être beaucoup d'alcool là-dedans. Je ne dois pas forcer non plus la dose comme ça. C'est pas, voilà, toujours... voilà, oula, j'en mets partout. Voilà. Et cette fois-ci, je vais en verser tout doucement ici. Je vais verser de l'eau. Non, je vais faire comme ça plutôt, je suis bête. Il y a des fois, je ne réfléchis pas comme garçon, c'est ça. Hein, c'est pas bien. On va verser de l'eau.
Alors, je ne sais pas si l'on voit déjà quelque chose d'intéressant. Peut-être pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Il faut que l'eau et l'alcool se mélangent. C'est pas très rapide, hein, mais après, ça va très vite. On va y arriver. C'est le tout de bien mélanger les choses. Voilà, on voit déjà que les gouttelettes d'huile commencent à faire des sphères. Donc c'est bon signe. On continue. Et là, je ne sais pas si vous voyez tout doucement, l'huile commence à faire des sphères qui veulent pas remonter, qui commencent à rester au fond, mais on va continuer, on insiste, on insiste. Voilà, c'est quand même mieux, tout doucement. On va décoller les choses. Il faut prendre le temps, il faut prendre le temps. Voilà, ça commence à monter un peu comme, vous voyez, comme la création de l'univers ou comme une lampe à lave, comme vous voulez. Intéressant, hein? Et on continue. Et hop. On va encore un petit peu mélanger. Je suis désolé, hein, je vais arriver jusqu'au bout, là. Alors, est-ce que ça monte? Pourquoi elle ne veut pas monter? Attendez, elle va monter. Hein. Ah, ça y est, ça y est. Notre boule commence à monter tout doucement. On va lui remettre un petit peu d'eau. Et voilà. On y arrive progressivement. À ma petite gouttelette d'huile qui finalement se retrouve en équilibre dans ce liquide. Alors moi je trouve ça magique. Je trouve ça chouette parce que finalement on a des vraies sphères. Et puis en plus, elles peuvent se rassembler avec un peu de chance. Je vais les aider un petit peu. Parce qu'il faut percer les membranes, c'est pas facile. Mais on voit qu'on peut, ici, rassembler un peu les gouttes d'huile. Alors je vais essayer encore un peu. Voilà. Et je pourrais faire tomber de l'huile dedans, directement. Elle se placerait pile au centre, ici, à cet endroit. C'est-à-dire que là, j'ai un mélange eau-alcool qui a pile la même densité que l'huile. Donc c'est rigolo, hein? Voilà. En plus, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez même mettre un cachet d'aspirine là-dedans, puis faire une lampe à lave. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez vu que faire de la science, finalement, c'est pas utiliser des choses compliquées. C'est d'utiliser ce qu'on a dans notre quotidien pour émerveiller les gens autour de soi. Et c'est ça, la science. Vous voyez, je vous montre un autre exemple. Ici, je vais essayer de récupérer juste un petit briquet. Excusez-moi, je ne l'ai pas prévu, mais tout d'un coup, j'ai eu cette idée. Oui, parce que pour tout vous dire, j'avais prévu de l'éviter, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour l'éviter. Il me manquait un petit quelque chose. Ça s'est cassé J'avais fabriqué une machine pour l'éviter, et elle s'est cassée. Donc du coup, j'étais obligé d'essayer d'en fabriquer une autre, et ça ne marche pas. Alors ce que je vous propose, si ça vous tente, en tout cas, vous pourrez aller sur notre site internet, et puis je vous mettrai la jolie vidéo de comment ça fonctionne. Ou vous pourrez aller sur le site de la cité, puis je leur offrirai la vidéo, où c'est que je tournerai en fait, moi en train de l'éviter. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que de temps en temps, on pouvait aussi faire la chose suivante. On pouvait défier les lois, finalement, du possible. Si par exemple, je prends ici une bougie. Ah, j'ai un briquet qui est un petit peu fichu là. Voilà. Ah voilà. Si je prends ici une bougie. La flamme, la mèche est un peu... était pas bien, donc voilà. Je prends cette bougie qui est là. On pourrait se dire finalement que cette bougie, c'est une bougie, mais je peux aussi la manger. Parce que finalement, c'était pas du tout une bougie. C'était une banane. Mais vu de loin, eh bien on a l'impression que c'est une bougie. Alors comment je peux enflammer une banane si je n'ai pas de mèche? Eh bien j'utilise une autre astuce. J'utilise des amandes. Et les amandes, quand je les enflamme, eh bien elles brûlent. On va peut-être se reculer un tout petit peu de l'alcool à brûler, excusez-moi. C'est peut-être prudent. Enfin, pour notre cher François. Et vous voyez qu'effectivement, là, c'est en train de brûler. Pourquoi une amande, ça brûle?
à votre avis? Eh bien oui, parce que ça contient de l'énergie. C'est bel et bien parce que ça contient de l'énergie que l'on peut brûler l'amande. Et c'est ça qui est fou. La même énergie qui nous sert finalement à nous avoir de l'énergie, eh bien vous le retrouvez dans l'amande et c'est ce qui peut permettre de brûler. Et finalement l'énergie autour de nous, je vois qu'effectivement le temps n'y est pas, hein, c'est incroyable. Hein. Effectivement on a bien fait de ne pas le faire dehors. On avait un doute par un moment, maintenant on n'en a plus. Hein. On voit que justement, vous voyez, la pluie, toutes ces choses autour de nous, tous ces phénomènes qui sont autour de nous, c'est une question d'énergie. Et ce qui est dingue, c'est qu'à l'heure actuelle, si je demande aux plus grands scientifiques qui sont sur la Terre, mais qu'est-ce que l'énergie? Eh bien, ils ne sauraient pas vous répondre. Ils vous répondraient certainement comme le dernier des grands théoriciens qui était capable de connaître l'intégralité du monde dans quelques équations, qui était par exemple M. Poincaré, au XIXe siècle. Eh bien, il a dit, l'énergie, on ne sait pas ce que c'est, mais ça se conserve. Et après, 1960, Feynman, qui est un plus grand physicien qui existe au monde, il vous a répondu que l'énergie, pareil, on ne sait pas ce que c'est. À l'heure actuelle, il y a encore plein de choses à découvrir en science. Et cette fois-ci, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, parce qu'en fait, on vit dans un monde où il y a encore plein de questions à répondre. Et vous, les futures générations, pouvez trouver les réponses. Alors, je vous montre de quoi encore vous inspirer. Parce qu'on a plein encore de questions à se poser, mais plein de réponses aussi à donner. Alors, je suis désolé pour les gens de la technique, parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas prévu de faire comme ça, donc je suis obligé de me déplacer, je quitte un peu l'écran. Ne m'en voulez pas, c'est la dernière. J'ai eu quelques petits soucis à mettre en place le tout dernier, parce que pour une raison de ravitaillement. Alors, je vais prendre ici quelques petites choses près de moi, et je vais pouvoir vous faire la dernière. Voilà, on y est. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et puis ça sent moins la conserve comme ça, c'est live. Je voulais vous montrer la chose suivante. Si je prends ici, par exemple, quelques substances que j'ai autour de moi. Alors attendez un tout petit instant, je suis à vous tout de suite. Voilà. Excusez-moi. Petit problème de ravitaillement, mais on va y arriver. Voilà. Ce que je voulais vous montrer ici, est-ce qu'on a récupéré un peu d'eau? Ils sont gentils comme tout, ils sont charmants. Ils me l'ont donné. Voilà. Ils l'ont posé là. Je suis vraiment désolé, c'est vraiment du live. Mais on va y arriver avec ma toute petite préparation ici. Voilà. Je voulais vous montrer que si on prend ici, on va rincer juste les choses, histoire de faire les choses proprement quand même. Voilà. On va rincer ici. J'ai ici de l'eau. J'ai ici une bouteille vide. Enfin, c'est les gens qui ont suivi depuis le début, elle n'est pas vide, elle est remplie d'air. Mais je décide de transvaser. Il me faut un entonnoir, décidément, j'ai tout oublié aujourd'hui. Hein. Voilà. On va y arriver jusqu'au bout. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Entonnoir, où es-tu? Entonnoir, te voici. Si je prends ici mon entonnoir, et si je verse ici, je vais quand même demander à notre ami caméraman qui zoome si c'est possible, pour montrer qu'effectivement cette bouteille est bien vide. Voilà, il n'y a pas de trucage. Merci, François. Vous pouvez chez vous remercier tous les François qui sont autour de vous. Voilà, et je vais verser de l'eau dans cette bouteille. Et si je fais ça, j'ai toujours une bouteille qui est pour l'instant remplie d'eau. Alors ça brille un peu, je suis désolé monsieur François. Mais effectivement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Je vais essayer de ne pas montrer la marque, excusez-moi, voilà. Et je vais verser ici, et je viens de fabriquer en fait quelque chose qui ressemble à un vin blanc. Bon, c'est pas très propre, et on se dit, il n'y a rien de spectaculaire à ce que vous avez fait. Ce qui aurait été plus impressionnant, ça aurait été de fabriquer du vin rouge.
Mais ça nécessiterait beaucoup plus de techniques, comme par exemple faire ceci et obtenir un vin beaucoup plus rouge. Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus spectaculaire. Effectivement. Bon, ça l'est quand même, parce que c'est un rosé, on se dit, bon, finalement, voilà, c'est sans faire de prosélytisme, bien sûr, à ce qu'on consomme quoi que ce soit. Je trouve que c'est une bonne chose. J'aurais pu aussi, finalement, carafer ce vin pour lui donner un tout petit peu plus de couleur. Mais encore une fois, ça n'aurait pas été aussi spectaculaire que fabriquer quelque chose qui ressemble davantage à du café. Là, ça aurait été un peu plus spectaculaire, vous voyez, d'obtenir quelque chose qui ressemble à du café. Et le pire, ça aurait été de pouvoir sucrer ce café. Ah, j'ai oublié mon sucre, excusez-moi. Si j'oublie de prendre du sucre, ça ne peut pas fonctionner. Et si je sucre un peu mon café, voilà, j'en mets toujours un petit peu, moi. Un petit peu beaucoup, vous savez comment que c'est, hein, les gens, comment ils sont. Voilà, ils exagèrent toujours avec le sucre. Et si je touille, eh bien, je peux réobtenir, en fait, un thé froid. Alors, il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit de quelque chose que vous avez déjà vu chez vous. Si. Mais c'est dingue que quelque chose que vous avez vu chez vous vous semble tout à fait logique, alors que quelque chose qu'on voit ailleurs, on le trouve génial. Vous avez remarqué ça? C'est toujours meilleur chez les autres. Non mais c'est vrai, hein. À chaque fois les gens vous font pas de compliments à la maison, et par contre quand ils vont chez les autres ils font c'est bon. Non mais c'est toujours comme ça. Eh bien c'est pareil avec la science. Cette expérience vous l'avez vue chez vous. Vous avez même dit à vos enfants non mais t'inquiète pas, c'est normal. C'est l'expérience en fait de ce qui se passe quand vous prenez un sachet de thé et vous le mettez dans l'eau. En réalité voilà ce qui se passe. Ici cette bouteille n'était pas vide. J'ai pris François comme complice, non pas pour qu'il filme, pour qu'il vous mente, mais pour qu'il filme. Et en filmant, il n'a pas pu filmer les petits grains qui étaient au fond de la bouteille, qui étaient du chlorure de fer. Et ce chlorure de fer, quand je le mets en contact avec de l'eau, eh bien, ça fait finalement de l'eau jaune. Mais je ne le vois pas, ce jaune, à travers cette bouteille. Par contre, ici, dans mon verre qui était là, j'avais un tout petit peu de poudre que j'ai dilué avec de l'eau tout à l'heure en vous prétextant que j'allais le rincer. Et cette poudre qui est là a réagi avec le fer pour le faire changer de couleur. Et quand enfin, j'avais différentes concentrations de cette poudre au fur et à mesure dans les différents récipients, jusqu'à ce que je rajoute ici une dernière poudre qui, elle, défait le travail de toutes les poudres précédentes et revient à la couleur jaune. Alors vous allez me dire, quel rapport avec ce qu'on voit tous les jours? Eh bien c'est très simple. Lorsque vous mettez un sachet de thé dans l'eau, il y a du fer. Et du fer, quand on est au pays des molécules, c'est comme chez nous quand on a des charges. Quand il arrive et il dit « je suis le fer 3+, il fait « bonjour, je suis le fer 3+, j'ai plein de charges positives » et tout le monde fait « ah, il est gentil et tout, c'est chouette » et on lui fait plein de bisous autour de lui. Mais à partir du moment où arrive une molécule comme le tanin, dans le thé, quand vous goûtez, le tanin, c'est une molécule qui se colle à votre langue et qui fait un goût amer. Le tanin arrive et chasse toutes les molécules qui sont dans l'environnement du fer et arrive finalement à l'envelopper. Le tanin, c'est une molécule qui a 5 charges négatives. C'est comme si elle avait 5 comptes en banque. Donc le fer qui dit « mais qu'il est joli le tanin, viens, talent, t'es magnifique, le compte en banque il est rempli, c'est chouette ». Sauf qu'après vous mettez du jus de citron dans votre thé et votre thé change de couleur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jus de citron est un acide, et l'acide vient bloquer les comptes en banque du tanin. Le premier compte en banque qui se bloque, le fer, il fait « oh, c'est quoi cette arnaque ici? Oh, ça va pas, non ?» Deuxième compte en banque qui se ferme, il dit « bon, ça va pas du tout, ça. Je vais pas vivre avec un gros machin comme ça qui a même pas les comptes en banque. Oh. » Et au bout d'un moment, plus il y a d'acide, plus ça ferme les comptes en banque, et au bout d'un moment, il jette ça, et il préfère s'amuser avec des molécules peut-être un peu moins comme lui, mais finalement, qu'il l'apprécie tout autant. Tout ça pour vous dire qu'en fait, dans notre vie, on vit dans un monde où on ne se pose plus de questions. Et pourtant, vous voyez, ces expériences qui paraissent magiques, eh bien, vous pouvez les faire toutes chez vous. Et j'insiste là-dessus, continuez à vous amuser, devenez surtout des consomme-acteurs et consomme-actrices et non pas des consomme-à-tort. Et surtout, soyez curieuses et soyez curieux et expérimentez tout ce que vous avez chez vous. Merci infiniment pour tout et à très bientôt sur tous les médias. Merci.